C'est vers 1100 que l'histoire de cet établissement canonial débute, lorsque quelques religieux de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agone font le choix de se retirer dans la solitude de cette haute vallée d'abondance. Ils y mèneront une vie d'une grande austérité en adoptant la règle de saint Augustin. Érigés en abbaye vers 1139, les bâtiments monastiques témoignent aujourd'hui encore de la puissance de l'abbaye au Moyen Âge. Au fil des siècles, les bâtiments ont été construits, reconstruits, adaptés, restaurés pour répondre aux besoins de leurs divers occupants et faire face aux dégâts engendrés par différents sinistres, dont 3 importants incendies en 1443, en 1635 et en 1728. Pour ce faire, le territoire du Chablais, avec ses montagnes, forêts, lacs et rivières, offrait la riche diversité des matériaux nécessaires à la construction. Le choix des matériaux de reconstruction au Moyen Âge est le plus souvent celui de matériaux locaux pour des questions de coût, de transport et de savoir-faire. Ainsi, Tavaillon et ardoises se sont succédés sur les toitures des bâtiments monastiques. Les données historiques et une étude de dendrochronologie nous apprennent qu'un incendie de grande ampleur a touché l'abbaye en 1728, détruisant la couverture du monastère. À la suite de celui-ci, l'architecte et le charpentier se prononcèrent pour l'usage d'ardoises tirées dans le pays, parce qu'elles dureront plus d'1 siècle comparé au tavaillon. En effet, le tavaillon ne peut durer que 25 ans, ou tout au plus 30, et est sujet à être incendié, tandis que l'on voit rarement périr par incendie les couverts d'ardoises. Si lors de la restauration de 1985, la couverture des bâtiments conventuels a été restaurée en tavaillon, avec pour volonté de valoriser ce savoir-faire local, la charpente actuelle a bien été conçue au XVIIIe siècle pour supporter le poids d'une couverture en ardoise. Ces arguments techniques et historiques poussent à chercher une cohérence entre la forme des charpentes et la nature des matériaux mis en œuvre. Le choix s'est ainsi porté sur le retour d'une couverture en ardoise de montagne qui s'éclaircira dans le temps. L'opération a consisté en la réfection de l'ensemble des couvertures des bâtiments conventuels de l'abbaye, de la tour de l'abbé et des chapelles rayonnantes. Les ardoises ont été extraites de carrières de Ségovie, en Espagne, taillées, percées, posées au clou et à la main. Un travail de longue haleine pour les artisans qui doivent recouvrir presque 2500 m² de toiture. Cependant, il s'agit ici de la partie visible de l'iceberg, car avant la pose de la couverture, il a fallu procéder à la réparation des charpentes qui doivent supporter 230 tonnes d'ardoises, environ 135 000 ardoises, soit le poids de l'obélisque de Luxor. Les reconstructions et restaurations successives ont rythmé l'histoire de l'abbaye, mais parfois les religieux manquent de moyens. Ils font donc appel à des bienfaiteurs, mais aussi aux paroissiens. Au XVIIIe siècle, ils n'hésitent pas à solliciter leur aide pour la coupe de bois nécessaire à la nouvelle charpente. La quantité de bois nécessaire à la construction des charpentes est très importante. Voilà pourquoi on utilise parfois le terme de forêt pour les grands édifices. Ici, le bois des charpentes est un résineux, probablement l'épicéa, ce qui est typique des grandes charpentes de la région. D'une hauteur de 6 mètres, les charpentes du monastère sont formées d'une succession de fermes. Ce sont des structures triangulaires qui reposent sur 3 grandes poutres horizontales, les pannes. La charpente se complexifie au niveau des noues, à l'intersection des ailes du monastère, formées de combinaisons de fermes et demi-fermes. La charpente d'origine montre des assemblages traditionnels à tenons et mortaises où les pièces sont emboîtées, évitant ainsi l'utilisation de pièces métalliques. L'ensemble peut être maintenu par une cheville en bois ou être associé à un embrèvement. Cette technique consiste à pratiquer une entaille aux extrémités des pièces afin de consolider les points de compression du bois. Un tel chantier nécessite la conjugaison d'une volonté politique, de la connaissance apportée par les historiens, de la technicité des architectes du patrimoine et du savoir-faire des artisans, au service d'un même dessein, la sauvegarde de l'un des joyaux de l'art religieux en Pays de Savoie.